Donc, mon thème, c'est l'alimentation saine et quelques conseils pratiques. Donc, finalement, je ne vais pas parler que de la nutrition du diabétique, mais plutôt du concept alimentation saine. Bon, le mois de Ramadan, c'est vrai que c'est une pratique religieuse qui est respectée par les musulmans. Elle a la particularité d'avoir une restriction durant la journée et un changement de rythme qui vont bien sûr impacter tout notre comportement, que ce soit alimentaire ou que ce soit notre comportement habituel, sociologique, comportemental et tout. Donc, en principe, on a trois, si on peut dire, piliers, ou trois résultats, ou trois attentes de cette pratique. C'est la maîtrise de soi, c'est l'autodiscipline et surtout l'empathie et le sacrifice. Et tout ceci devrait normalement nous mener vers des résolutions pérennes. Et j'insiste sur le terme résolution pérenne. Donc, avant de commencer mes conseils, j'ai pris cette publication qui a, au fait, c'est une méta-analyse qui a réuni 35 publications, c'est-à-dire c'est les 35 publications qui sont restées après toutes celles qui ont été exclues et qui ne répondaient pas aux objectifs ou des critères d'inclusion de cette méta-analyse. Je partage avec vous quelques résultats. C'est une étude nouvelle, c'est une méta-analyse nouvelle de 2019. Donc voilà, elle montre que finalement, après l'analyse de toutes ces études, que quand même le mois de Ramadan entraîne une diminution statistiquement significative du poids durant le mois de Ramadan. Et excusez-moi, donc cette diminution, elle intéresse aussi la composition corporelle qui va changer, et c'est un changement qui est significatif en comparant le pré-Ramadan et le post-Ramadan. Donc, on a aussi fait une analyse concernant deux sous-groupes, les sous-groupes en surpoids et le sous-groupe avec un poids normal. Et là, on a vu que les personnes avec un surpoids avaient plus, c'est-à-dire que la diminution du poids était plus significative, ou plutôt de la composition corporelle était plus significative chez les personnes souffrant de surpoids et obèses. Ça veut dire que ça, c'est un point intéressant quand même à retenir. Alors, sur le plan apport énergétique, finalement, cette méta-analyse, cette même étude, elle a montré qu'il n'y avait pas de différence d'apport énergétique, quoique ça a des limites. Il y a sept études qui nous ont montré qu'il n'y avait pas de changement d'apport énergétique. 4, elles ont montré quand même il y a une augmentation d'apport, et 2 qui ont montré une diminution de l'apport énergétique. Alors, les avantages sur le métabolisme, c'est-à-dire surtout sur l'état métabolique, il y a pas c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'HDL, diminution du LDL, amélioration de l'état des patients souffrant de maladies métaboliques, mais il n'y a pas assez d'études dans ce sens. Donc, même les résultats de cette méta-analyse ne sont pas vraiment concluants concernant ça. Donc ça, c'est le constat. C'est-à-dire ça, c'est le constat scientifique. Maintenant, regardons le constat que nous, on observe. On a tous vu des tables pareilles et on se dit comment ça se fait qu'il n'y a pas de changement de poids, il n'y a pas de changement de composition corporelle. Alors qu'on a durant tout le mois de Ramadan, il y a beaucoup, si on peut dire, aberrations. D'abord, concernant la quantité, on voit bien qu'il y a une énorme quantité d'aliments posés sur la table au moment du iftar, et surtout au moment du iftar. Concernant la qualité des repas, que ce soit leur composition, c'est-à-dire dans la composition en protéines, en lipides, en gras, il y a beaucoup de produits avec du sucre rajouté ou le sucre
les produits sucrés, les viennoiseries, les gâteaux, c'est-à-dire, et puis aussi les protéines. Et ça dépend aussi du niveau social, socio-économique. Il y a les bonnes protéines, on peut dire les mauvaises protéines, c'est-à-dire c'est même pas des protéines, c'est des produits fabriqués comme de la charcuterie, avec toutes les modalités, avec tous les types de charcuterie, si on peut dire du bas de gamme jusqu'au haut de gamme. Le mode de cuisson aussi est complètement différent du mode de cuisson que nous avons l'habitude en dehors du mois de Ramadan, c'est-à-dire que la friture, elle prend si on peut dire, le niveau. C'est la plus utilisée, c'est les fritures. Et puis aussi, en plus des fritures, il y a l'utilisation du gras, du beurre. Donc le mode de cuisson est aussi complètement différent de ce qu'on a l'habitude de la manière avec laquelle nous avons l'habitude de cuire en dehors du mois de Ramadan. La vitesse de consommation, je peux dire, ou le délai de consommation. J'ai vu des blagues sur les réseaux sociaux sur comment le fait de manger, c'est-à-dire quand tu manges en quelques minutes et que tu es bien, tu dois savoir que tu as un bon chargeur d'origine. Ça, c'est pour tourner les choses à la dérision, mais c'est vrai que cette vitesse de consommation, c'est-à-dire que entre un quart d'heure et 30 minutes, une grande quantité d'aliments est consommée. Donc ça aussi, c'est un point important à prendre en considération dans l'éducation nutritionnelle que nous allons aborder. Alors, la répartition des repas, la plupart des personnes vont faire un repas au ftour et plus rien que du grignotage. Et puis, sahur, peut-être même, il y en a qui ne prennent même pas le repas du sahur. Donc, aussi le grignotage, la qualité de ce grignotage qui est un peu aussi à détailler. Donc, faisons un petit rappel sur les bases de la nutrition saine. C'est d'abord une nutrition diversifiée ou qui va apporter les 3 nutriments, les macronutriments, et qui ne va pas négliger les micronutriments qu'on va trouver, que ce soit dans les protéines ou qu'on va trouver dans les légumes et les fruits. Il ne faut pas oublier l'apport en eau, et c'est l'eau qui est la boisson à prioriser si on veut une alimentation saine et équilibrée. Et les besoins nutritionnels, c'est la base vraiment de l'équilibre nutritionnel, c'est-à-dire l'équilibre entre les entrées et les sorties, où on va prendre en considération non seulement que le poids et la taille, mais aussi l'activité physique. Et on va, d'ailleurs, j'ai mis ici des tableaux indicatifs sur les besoins nutritionnels auxquels il faut répondre par tranche d'âge et par activité physique. Donc, le premier principe, c'est de respecter les besoins. La deuxième chose, c'est de respecter la diversité, mais aussi de respecter cette répartition des nutriments par repas. Je suis désolée, ça c'est... j'ai mis alors, pour la répartition des repas, on a les sucres qui doivent apporter 40% de la ration, les protéines qui doivent apporter les 35, entre 35 et 40, et les lipides qui doivent apporter 35% de la ration alimentaire. Cet équilibre est très important à respecter. Et puis, les repas, les 3 repas et les collations. Et il y a cette pyramide où on va privilégier, c'est la base de l'éducation nutritionnelle, pour classer les aliments, et cette pyramide qui va nous permettre de savoir à quelle fréquence on doit consommer certains aliments et quel type d'aliments il faut éviter ou même ne pas du tout les consommer, ou c'est-à-dire à l'occasion. Et puis, bien sûr, avec ça, si vous voyez en bas, il y a toujours cette notion sur l'activité physique qui
on ne peut pas parler d'alimentation saine si on ne l'accompagne pas d'activité physique adaptée aux patients. Maintenant, ça, c'est par rapport aux besoins nutritionnels en temps normal. Maintenant, pour les besoins spécifiques au mois de Ramadan, il faut savoir que les besoins en globalité, c'est-à-dire sur le plan calorique, elles ne sont pas différentes des besoins habituels. Je parle d'une personne saine qui ne porte pas de maladie. Et puis, par contre, ce qui va différer, c'est surtout les horaires de repas et puis leur rapport avec l'éveil et le sommeil. Normalement, nous commençons la journée par le repas du petit déjeuner qui doit être consistant et après ça, on aura toute une journée de travail, donc une consommation d'énergie. Donc, le petit déjeuner, il doit apporter des nutriments pour commencer une bonne journée. Et puis, il y a le repas de midi et le repas du soir qui doit être vraiment très léger. Là, c'est plus ou moins un peu, c'est l'inverse, quelque part. On va commencer la journée, si on peut dire, si on commence par l'iftar, si on commence par le suhoor, le suhoor, il doit remplacer le repas du petit déjeuner, mais avec une longue période de résistance. Donc, automatiquement, la composition devrait être différente. Et puis, il y a l'iftar qui doit apporter entre 40 et 50% de l'apport journalier. Mais ce point-là, on va le discuter tout à l'heure parce qu'on peut le partager selon les profils des gens, les grands mangeurs et les petits mangeurs, on peut les répartir en 2 repas. Et puis l'importance des collations et surtout de la composition de ces collations. Les collations durant le mois de Ramadan, parce que pour les gens qui ne mangent pas du ftour jusqu'au suhoor, ils seront tentés, surtout ceux qui restent réveillés, vont avoir une tentation pour des collations. Donc ces collations, il faut les prendre en considération et bien les cadrer. Donc, alors, selon les recommandations dans ce cas-là de l'OMS et de toutes les recommandations sont toutes pareilles. Tout le monde est d'accord sur ces recommandations. C'est que l'hydratation est un point important et par lequel il faut commencer la rupture du jeûne. Parce que toute une journée, surtout quand il fait chaud, avec la sudation, avec l'activité, donc on a une déperdition d'eau, il faut vraiment y répondre. Et la meilleure manière, c'est l'eau. Certaines boissons, à condition que ces boissons-là, qu'elles soient nature des tisanes, le thé, ça peut être selon les circonstances. Donc, ça peut être aussi les aliments. Surtout, on peut consommer des aliments hydratants. On va le voir, les légumes et les fruits peuvent être utilisés comme moyen d'hydratation. Et puis, il faut récupérer l'énergie pendant l'iftar, mais avec un ftour sain et équilibré. Et puis, pour le suhoor, il faut préparer la journée le lendemain et donc les besoins pour la journée qui va arriver. Donc, sur le plan pratique maintenant, le ftour, c'est un repas. On va commencer par, bien sûr, de l'eau. Il doit comporter des sucres à absorption rapide parce qu'on est, si on peut dire, toute la journée sans apport glucidique, mais il faut choisir ce sucre à absorption rapide. Il faut que, selon les recommandations de l'OMS, il faut qu'il y ait des légumes, soit des légumes en salade, soit une soupe, et puis une portion de féculents et des protéines animales. Comment on va le faire? On commence par l'eau, les dattes et l'eau, et puis après, on va par la suite prendre, c'est un exemple de menu, comme on a l'habitude, comme on conseille toujours, le bol tahrira, un œuf, on peut se permettre une shibakia, pas plus, on peut se permettre une tranche de pain ou de mini hacha ou mini mlawi, mais vraiment, il faut choisir pas tout en même temps. Et puis, se reposer et après 2 heures, on peut entamer ce qu'on appelle le dîner qui doit être fait de salade comme un repas avec une entrée crudité, un plat de résistance constitué de protéines avec des légumes et puis une portion de pain ou équivalent. Pour
le suhour. C'est un repas qui est essentiel, surtout pour les sujets âgés, les adolescentes, les femmes enceintes et allaitantes. Et puis, il y a certains enfants qui aiment jeûner malgré qu'ils n'ont pas encore l'âge pour le faire. C'est l'équivalent d'un petit déjeuner pour démarrer une journée, mais c'est juste qu'il est un peu plus consistant en sucre absorption lente ou sucre composé pour pouvoir résister toute la journée, et puis des liquides. Donc, on peut, un exemple, 2 tranches de pain, on peut mettre ce qu'on appelle les Marocains adorent aussi, ils ont l'habitude, parce qu'il faut dire qu'au mois de Ramadan, on est on penche beaucoup vers tout ce qui est traditionnel, parce qu'on a cette nostalgie, et donc on essaye de manger les plats traditionnels marocains. Donc, on peut merci consommer avec du... merci d'activer. Oui, merci. Alors, donc, certaines, par exemple, dans les recommandations de l'OMS, elles recommandent, par exemple, les protéines animales, type d'omelette, un œuf, ou il y en a qui peuvent même prendre une tranche de viande. On peut prendre un yaourt nature, une tisane. Alors, les astuces pour la pratique. Tout d'abord, c'est parce que tout le monde peut-être connaît ça, mais il faut peut-être passer vers comment faire pour pouvoir le réussir. Donc, éviter de faire le marché l'après-midi, c'est-à-dire ne pas aller dans le marché. Vous voyez ces images avec ces odeurs, ou passer dans les boulangeries, pâtisseries, où l'odeur, on a tendance à acheter beaucoup et à avoir des envies. Prévoir des quantités par personne. Donc, quand on dresse la table, il faut prévoir par personne, il ne faut pas prévoir l'excès. Et puis, aussi, pour les collations, utiliser les fruits entiers, les fruits entiers, et utiliser aussi les légumes. Par exemple, au lieu de prendre pour les grands mangeurs, au lieu de prendre les soupes, vaut mieux prendre les légumes, parce que le fait de mastiquer et de mâcher va permettre de ralentir la cadence, si on peut dire, et donc rapidement arriver à la satiété. Donc, pour ces grands mangeurs aussi, on peut mettre 3 repas, le ftour très léger, une collation, l'achin, et puis suhour. Donc, on peut très bien... Alors, j'ai commencé ma présentation par ces 3, la maîtrise de soi, l'empathie, le sacrifice. Mais quand on voit ce gaspillage, en plus de ce qui se mange, il y a un grand gaspillage au moment du Ramadan. Je voulais juste attirer l'attention. Maintenant, pour le diabétique, quand il veut jeûner, c'est exactement les mêmes besoins que pour le sujet qui n'est pas... c'est-à-dire qui n'est pas diabétique. Bien sûr, la surveillance, vous voyez que le repas équilibré, il a exactement la même composition. Il y a le suhour, iftar, mais il faut insister par contre chez le diabétique sur les collations. Il faut insister sur la consommation de fruits, de légumes et de salades, et surtout les fruits entiers, d'accord, pas de jus, plutôt les fruits entiers. Et puis, on peut autoriser pour le diabétique, c'est-à-dire les dates peuvent être autorisées. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire, et je reviens vers l'observation au début de cette méta-analyse où le poids diminue avec le mois de Ramadan. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est-à-dire il faut vraiment continuer, ou est-ce que c'est juste parce qu'on n'a pas assez de temps parce que finalement, oui, voilà. Je voulais aussi parler de ça, excusez-moi, c'est les idées qui me subissent. Le diabétique, une attention particulière pour le diabétique non jeûneur. Le diabétique qui a décidé de ne pas jeûner a aussi un grand risque d'hyperconsommation, parce que si vous remarquez cette étude, elle a montré que les personnes qui ne jeûnent pas consomment plus de calories que les personnes qui jeûnent. Pourquoi? Parce qu'ils vont manger les repas de la journée et ils vont quand même consommer le repas du soir. Donc, c'est important d'accompagner aussi pendant le mois de Ramadan les diabétiques qui ne vont pas jeûner. Ça, c'est un point sur lequel je voulais aussi insister. Donc, je pense que j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si toutes les idées, je les ai citées. Je pense qu'il y en a encore qui sont là, qui essayent de trouver leur place. Mais je répondrai volontiers à vos questions. Et merci
pour votre attention. Voilà.